La fermière est arrivée pour s'occuper des chevaux du millionnaire et est restée figée en voyant sa photo d'enfance dans l'écurie. Le soleil de Provence jetait ses rayons dorés sur les vignes ondulantes lorsque Lucie Dubois tira sur les rênes de son vieux tracteur. À 27 ans, son visage hâlé par le soleil portait déjà les marques d'une vie de labeur. Ses mains, bien que fines, étaient calleuses, témoignage silencieux des années passées à cultiver la terre aride mais généreuse de cette région du sud de la France. « Mamie, tu es là !» appela-t-elle, en poussant la porte de la petite maison de pierre, où elle vivait depuis aussi longtemps que sa mémoire pouvait remonter. Madame Noël, une femme de 75 ans dont le dos s'était courbé avec l'âge, mais dont les yeux conservaient une vivacité remarquable, leva le regard de la soupe qu'elle préparait. « Je suis là, ma petite. La journée a été bonne. » Lucie déposa son chapeau de paille sur la table de bois usée par le temps. Comme d'habitude, les oliviers de Monsieur Laurent auront besoin d'être taillés la semaine prochaine. Elle servit 2 verres d'eau fraîche. « Et demain, je dois aider les Moreau pour leur vendange. » C'était une vie simple, rythmée par les saisons et les besoins des propriétaires terriens, pour qui Lucie travaillait à la journée, une vie prévisible, sans surprise, ce qui convenait parfaitement à la jeune femme qui n'avait jamais rien connu d'autre. Le facteur, Jules, un homme d'âge moyen au visage jovial, s'arrêta devant leur petite maison alors qu'elle s'installait pour le repas. « Bonjour, mesdames », lança-t-il depuis la barrière en bois qui délimitait leur modeste jardin. « J'ai quelque chose d'inhabituel pour vous aujourd'hui. » Il tendit une enveloppe en papier épais, d'un blanc immaculé, marqué d'un sceau que Lucie ne reconnut pas immédiatement. « Merci, Jules, » dit-elle en prenant l'enveloppe. « Tu veux un verre d'eau ou un café avant de continuer ta tournée ? » « Pas aujourd'hui, ma belle. J'ai encore la moitié du village à faire avant midi. » Il remonta sur son vélo. « Mais cette lettre-là, elle vient du domaine de Montvallon. C'est pas tous les jours qu'on reçoit du courrier de là-haut. » Le domaine de Montvallon, ce nom évoquait dans toute la région une sorte de respect mêlé d'appréhension. Situé sur les hauteurs, la propriété s'étendait sur des centaines d'hectares. Vignobles, champs de lavande, forêts et écuries de chevaux de race, son propriétaire, Thomas Bellamy, était rarement aperçu au village. On le disait veuf, ou peut-être jamais marié, hanté par une tragédie familiale dont personne ne parlait ouvertement. Lucie examina l'enveloppe avec curiosité. Pourquoi le domaine de Montvallon m'écrirait-il ? Madame Noël, qui s'était figée à la mention du nom, reprit sa contenance. « Ouvre-la, tu verras bien. » Lucie brisa délicatement le sceau et déplia une lettre écrite sur un papier d'une qualité qu'elle n'avait jamais touchée auparavant. « Mademoiselle Dubois, » lut-elle à haute voix. « Suite à une recommandation qui nous a été faite concernant vos compétences agricoles et votre connaissance des chevaux, nous vous proposons un poste au sein du domaine de Montvallon. Monsieur Bellamy souhaiterait s'entretenir avec vous de cette opportunité. Veuillez vous présenter au domaine ce jeudi à 14h. Cordialement, Jean-Philippe Mercier, intendant. » Lucie releva la tête, stupéfaite. Une offre d'emploi, au domaine, mais qui aurait bien pu me recommander. Elle remarqua alors que sa grand-mère s'était assise, le teint soudain pâle, une main tremblante posée sur son collier. Ce vieux pendentif en forme de rose que Lucie ne l'avait jamais vu retirer. « Mamie, tu te sens bien ?» La vieille dame hocha lentement la tête. « Oui, ma chérie, c'est juste la surprise. » Elle hésita un instant avant d'ajouter « Tu devrais y aller. Tu connais quelqu'un là-bas, c'est toi qui as parlé de moi. »« Non, non. » Elle détourna le regard. « Mais c'est une chance inespérée. Le domaine offre de bons salaires, bien meilleurs que ce que tu gagnes avec tes journées chez les uns et les autres. » Quelque chose dans l'attitude de sa grand-mère intriguait Lucie. Cette femme qui l'avait élevée seule, qui lui avait toujours tout dit, semblait soudain dissimuler quelque chose. « Je ne sais pas, mamie. Les gens disent que Thomas Bellamy est un homme difficile et puis, c'est si loin de toi. Ne t'inquiète pas pour moi. » Madame Noël se leva pour servir la soupe, ses mains toujours tremblantes. « Je me débrouille très bien toute seule. Et puis, ce n'est qu'à 1 heure de vélo. » Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Lucie sortit sur le petit balcon de sa chambre. La lune éclairait les collines douces et au loin, on distinguait les contours sombres du domaine de Montvallon. Une propriété si proche géographiquement, mais qui appartenait à un monde totalement différent du sien. Elle caressa distraitement le collier identique à celui de sa grand-mère. Le seul héritage qu'elle possédait, selon Madame Noël,
de sa mère décédée à sa naissance. Son père, lui, restait un mystère total. « Qui étais-tu, maman » murmura-t-elle dans la nuit. « Et pourquoi ai-je l'impression que cette lettre a quelque chose à voir avec toi ?» 2 jours plus tard, vêtue de ses habits les plus présentables, une chemise blanche sans fanfrelurie et un pantalon bleu marine, Lucie enfourcha son vélo en direction du domaine, le vent dans ses cheveux châtains. Elle pédalait avec détermination, ignorant le nœud qui se formait dans son estomac. « Ce n'est qu'un entretien », se répétait-elle, « qu'un simple travail. » Pourtant, tandis que les grilles imposantes du domaine de Montvallon se dressèrent devant elle, Lucie ne pouvait se défaire de cette étrange sensation. Celle qu'en franchissant ses portes, sa vie ne serait plus jamais la même. L'allée de platanes centenaires qui menait au domaine de Montvallon semblait interminable. À chaque coup de pédale, Lucie sentait grandir en elle un mélange d'appréhension et de curiosité. Son vélo cahotait sur les graviers blancs, tandis que le manoir se dévoilait progressivement à travers les arbres, imposant. Majestueux, presque intimidant avec ses pierres couleur miel et ses volets bleu lavande, devant le perron principal, Lucie mit pied à terre, le cœur battant. Un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume sombre impeccable, l'attendait en haut des marches. Mademoiselle Dubois, je présume. Sa voix était aussi lisse que son apparence. « Je suis Jean-Philippe Mercier, l'intendant du domaine. »« Oui, c'est moi, » répondit Lucie en attachant son vélo à une rambarde. Elle lissa nerveusement sa chemise. « J'ai reçu votre lettre concernant un poste. Suivez-moi, monsieur Bellamy vous attend dans son bureau. » Lucie gravit les marches. Intimidée par la façade du manoir ornée de sculptures délicates, à l'intérieur, le hall d'entrée était frais et légèrement sombre, décoré avec un goût certain, mais austère. Des portraits de famille ornèrent les murs, des hommes et des femmes aux traits similaires, tous portant le même regard intense. L'intendant la guida à travers un dédale de couloirs jusqu'à une porte en chêne massif devant laquelle il s'arrêta. « Monsieur » annonça-t-il après avoir frappé discrètement. « Mademoiselle Dubois est arrivée. Faites-la entrer » répondit une voix grave de l'autre côté. Thomas Bellamy se tenait devant une immense fenêtre qui donnait sur les vignobles. Grand, élancé, la quarantaine élégante, il ne se retourna pas immédiatement. Son reflet dans la vitre révélait un visage aux traits marqués, encadré par des cheveux noirs parsemés de gris aux tempes. « Asseyez-vous » dit-il en désignant un fauteuil sans quitter des yeux le paysage. Lucie s'exécuta. Mal à l'aise, elle observa la pièce. Une bibliothèque impressionnante couvrait un mur entier. Un bureau ancien occupait le centre, et partout, des objets d'art côtoyaient des documents de travail. Finalement, Thomas Bellamy se tourna vers elle. Leurs regards se croisèrent, et pendant une fraction de seconde, quelque chose passa dans les yeux de l'homme. Une surprise, peut-être, aussitôt maîtrisée. « Vous êtes donc Lucie Dubois », dit-il d'une voix qui trahissait une éducation privilégiée. « On m'a dit beaucoup de bien de vos compétences avec les chevaux et les cultures. Je travaille la terre depuis toujours. »« Monsieur », répondit Lucie avec simplicité. « Quant aux chevaux, j'ai aidé plusieurs propriétaires du village avec leurs bêtes. Ils disent que j'ai un don. »« Un don », répéta-t-il lentement, comme s'il pesait ce mot. Intéressant, il l'étudia quelques instants avant de poursuivre. « Nos écuries comptent 18 pur sang. Notre responsable actuel part à la retraite et nous avons besoin de quelqu'un pour prendre sa suite. » Il fit une pause. « Avez-vous déjà géré des chevaux de course ?»« Non, monsieur. Seulement des chevaux de trait et quelques poneys. » Un léger sourire, presque imperceptible, étira ses lèvres. « Au moins, vous êtes honnête. » Il lui expliqua alors les responsabilités du poste. Soins quotidiens, exercice, coordination avec les vétérinaires, gestion du personnel des écuries. Le salaire qu'il mentionna fit presque sursauter Lucie. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 3 mois de travail acharné. « Vous logeriez sur place, bien entendu », ajouta-t-il. « Un appartement dans l'aile et du manoir. C'est très généreux, » balbutia Lucie. « Mais pourquoi moi? Je n'ai pas l'expérience. Parfois, l'instinct vaut mieux que l'expérience. » Son regard s'assombrit. « Et puis, disons que j'ai une dette envers une vieille connaissance qui m'a suggéré votre nom. » Avant qu'elle ne puisse l'interroger davantage. Il appela l'intendant. « Mercier, veuillez faire visiter le domaine à mademoiselle Dubois. Commencez par les écuries. » Alors qu'elle se levait pour suivre l'intendant, Thomas ajouta « Une dernière chose, mademoiselle Dubois. » Il désigna le pendentif en forme de rose qu'elle portait. « Ce collier,
Il est inhabituel. Instinctivement, Lucie porta la main à son cou. C'était à ma mère. C'est tout ce qu'il me reste d'elle. Une ombre passa sur le visage de Thomas. Je vois. Bonne visite. Le domaine s'avéra encore plus vaste que Lucie ne l'imaginait. Les jardins à la française s'étendaient à perte de vue, laissant place aux vignobles, puis aux champs de lavande dont le parfum embaumait l'air. Aux écuries, Lucie fit la connaissance d'Aurélien Vidal, un homme d'une 60aine d'années au visage buriné et au regard franc, ancien jockey reconverti en maître d'écurie. Il travaillait au domaine depuis plus de 30 ans. « Alors c'est toi qui vas me remplacer, petite », dit-il en l'observant attentivement. Puis, à sa grande surprise, il ajouta « Tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu. »« Vraiment ? Qui donc ?» Mais l'homme se détourna. « Peu importe, c'était il y a longtemps. » Il lui présenta les chevaux, des bêtes magnifiques aux robes luisantes et aux jambes fines, valant chacune une fortune à leur contact. Lucie sentit ses doutes s'évaporer. Elle savait comment les approcher, comment gagner leur confiance. C'était inné chez elle. « Tu as un don, c'est sûr », murmura Aurélien en la voyant calmer un étalon particulièrement nerveux. « Comme si tu étais déjà venue ici. »« C'est ma première visite au domaine », répondit Lucie. « Peut-être, mais ces murs… » Il fit un geste vague. « Ils ont de la mémoire. » En traversant les jardins pour rejoindre les bâtiments annexes, ils passèrent devant un vieux bâtiment en pierre isolé parmi les arbres. Ses volets étaient d'eau fermée, et l'herbe poussait haute autour. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lucie, inexplicablement attirée par cette construction. « L'ancien cellier », répondit Aurélien, soudain pressé de s'éloigner. « On ne l'utilise plus depuis des années. Il n'y a rien à voir là-bas. » Son ton dissuasif ne fit qu'attiser la curiosité de Lucie. Pourquoi un simple cellier abandonné suscitait-il une telle réaction? La visite se termina par le logement qui lui serait attribué, un petit appartement coquet avec vue sur les vignes, infiniment plus confortable que sa modeste chambre au village. « Alors » demanda Jean-Philippe en conclusion. « La proposition de M. Bellamy vous intéresse-t-elle » Lucie hésita. Tout s'était déroulé si vite. Ce matin encore, elle était une simple ouvrière agricole, et voilà qu'on lui proposait de gérer les écuries d'un des domaines les plus prestigieux de la région. Puis-je avoir quelques jours pour réfléchir ? Bien sûr, mais M. Bellamy apprécierait une réponse avant la fin de la semaine, sur le chemin du retour. Pédalant sous le soleil déclinant, Lucie ne cessait de repenser au regard étrange de Thomas Bellamy, à la réaction d'Aurélien, et à ce cellier mystérieux que tous semblaient éviter. Quelque chose d'indéfinissable l'attirait vers ce domaine, comme si, d'une certaine façon, elle y avait sa place. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Lucie rêva d'une femme au visage flou qui lui chantait une berceuse en caressant un pendentif en forme de rose. Identique au sien, 3 jours après sa visite au domaine de Montvallon, Lucie avait pris sa décision. L'offre était trop belle pour être refusée. Un salaire généreux, un travail qui lui plaisait et un logement confortable. Pourtant, ce n'étaient pas ces avantages matériels qui avaient pesé le plus dans sa réflexion, mais cette inexplicable sensation de familiarité qu'elle avait ressentie entre ces murs. « Tu es sûre de ton choix ?» demanda Madame Noël en l'aidant à préparer sa valise. « Oui, mamie. » Lucie plia soigneusement le peu de vêtements qu'elle possédait. « Je viendrai te voir tous les dimanches, c'est promis. » La vieille dame s'assit sur le bord du lit, soudain fatiguée. « Le domaine de Montvallon, » murmura-t-elle. « Je n'aurais jamais cru que tu y mettrais les pieds un jour. Tu connais cet endroit, n'est-ce pas ?» demanda doucement Lucie. « Tu n'en parles jamais, mais je vois bien que quelque chose te tracasse depuis l'arrivée de cette lettre. » Madame Noël serra son pendentif en forme de rose, geste qu'elle faisait souvent lorsqu'elle était nerveuse. « J'y ai travaillé, il y a longtemps, comme femme de chambre. Mais c'était une autre époque. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? Certains souvenirs sont mieux laissés enfouis, ma petite. » Elle se leva péniblement. « Promets-moi juste d'être prudente. Et si jamais tu trouves quelque chose qui te perturbe, viens m'en parler avant de tirer des conclusions. » Cette mise en garde résonnait encore dans l'esprit de Lucie lorsqu'elle franchit à nouveau les grilles du domaine. Cette fois, avec ses maigres possessions, Aurélien l'attendait dans la cour, son visage buriné trahissant un mélange de résignation et de satisfaction. « Alors, tu as accepté », dit-il simplement, en l'aidant à porter sa valise. « Tu commences officiellement demain,
Aujourd'hui, installe-toi et repose-toi. » L'appartement qui lui était attribué dépassait toutes ses attentes. Un salon lumineux, une chambre avec un grand lit, une salle de bain carrelée et une petite cuisine équipée. Par la fenêtre, on voyait les vignes s'étendre à perte de vue, avec la montagne en toile de fond. « C'est magnifique », souffla-t-elle. « C'est l'ancien logement de... » Aurélien s'interrompit brusquement. « Peu importe. »« Il te plaît ?»« Beaucoup. » Elle posa sa valise sur le lit. « Monsieur Bellamy est-il au domaine aujourd'hui ?»« Non, il est à Paris pour quelques jours. Des affaires, comme toujours. » Après avoir rangé ses affaires, Lucie décida d'explorer les alentours. Le soleil commençait à décliner, jetant une lumière dorée sur les pierres du manoir. Elle passa devant les écuries, s'arrêta pour caresser un étalon à la robe baie, puis continua sa promenade en direction des champs de lavande. C'est alors qu'elle le vit à nouveau, le vieux cellier aux volets fermés, isolé parmi les arbres, dans la lumière du crépuscule. Il semblait l'appeler, sans vraiment réfléchir. Lucie s'en approcha. L'herbe était haute autour du bâtiment, preuve que personne ne s'y rendait régulièrement. La porte était fermée, mais pas verrouillée. Elle hésita un instant, puis poussa le battant qui s'ouvrit en grinçant. L'intérieur était plongé dans la pénombre. L'air sentait le renfermé et la poussière. Lucie chercha à tâtons un interrupteur, mais ne trouva rien. Elle sortit alors son téléphone pour utiliser la lampe torche. Le faisceau lumineux révéla un espace plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Ce qui avait dû être autrefois un cellier pour le vin avait été transformé en une sorte d'atelier ou de refuge. Un vieux canapé défraîchi, une table basse, des étagères couvertes de livres et de bibelots, et dans un coin, un chevalet abandonné. « Quelqu'un venait peindre ici », murmura-t-elle pour elle-même. En avançant, son pied heurta quelque chose qui produisit un son métallique. Elle baissa sa lampe et aperçut une guitare. Couverte de poussière, mais semblant encore en état, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Le halo de sa lampe balaya alors le mur du fond, révélant quelque chose qui la fit sursauter. Un portrait, de taille moyenne, accroché entre deux poutres. Elle s'approcha, le cœur battant. La toile représentait une jeune femme, probablement dans la vingtaine, aux longs cheveux châtains et aux yeux d'un bleu intense. Dans ses bras, elle tenait un nourrisson emmailloté. Le regard qu'elle posait sur le bébé exprimait un amour d'une telle pureté que Lucie sentit sa gorge se nouer. Mais ce qui la frappa davantage, ce fut la ressemblance. La jeune femme du tableau portait autour du cou un pendentif en forme de rose, identique à celui que Lucie n'avait jamais quitté, et ses traits, ils lui étaient étrangement familiers, comme si elle avait regardé ce visage chaque jour de sa vie, avec des doigts tremblants. Lucie essuya la poussière qui recouvrait la signature du peintre dans le coin inférieur droit de la toile. « M. Bellamy, 1997 », lut-elle à voix haute. Un bruit la fit sursauter. La porte du cellier venait de s'ouvrir davantage, laissant entrer un rai de lumière du crépuscule. Dans l'encadrement se tenait Aurélien, le visage grave. « Je me doutais que je te trouverais ici », dit-il doucement. « Tu n'as pas perdu de temps. »« Qui est-ce » demanda Lucie. Désignant le portrait, incapable de détacher son regard de ses yeux qui semblaient la fixer à travers le temps, le vieil homme soupira profondément. « Tu ne devrais pas être ici. Personne ne vient jamais dans ce cellier. C'était son refuge. » Son refuge, acquis à la femme du portrait. Aurélien s'avança lentement. Visiblement tiraillé entre le devoir de silence et un désir enfoui de parler, « C'était Marianne, » dit-il finalement. « Marianne Bellamy, la sœur de Thomas. »« Sa sœur. » Lucie regarda à nouveau le tableau. Et le bébé. C'est une longue histoire, petite, une histoire triste. Il secoua la tête. « Viens, sortons d'ici avant que quelqu'un ne nous voie. » Mais Lucie ne bougea pas. Ce collier, elle toucha son propre pendentif. C'est le même que le mien. Et cette femme, Aurélien, pourquoi est-ce que j'ai l'impression de la connaître? Le vieil homme pâlit. « Tu poses trop de questions, des questions dangereuses. » « Dangereuses pour qui? Pour toi? Pour moi, pour la paix des morts. » Il fit un pas vers la sortie. « Certains secrets devraient rester enfouis, Lucie, comme ma naissance. » Les mots avaient jailli sans qu'elle puisse les retenir. Mamie ne m'a jamais parlé de mes parents. Juste que ma mère est morte en me mettant au monde et que mon père était... Parti. Aurélien ferma brièvement les yeux, comme frappé par une douleur invisible.
Ta grand-mère a ses raisons, j'en suis sûre, comme nous tous. » Il lui tendit la main. « Viens, la nuit tombe, et demain, tu commences tôt aux écuries. » À contre-cœur, Lucie le suivit hors du cellier. Mais avant de refermer la porte, elle jeta un dernier regard au portrait, à ses yeux bleus si semblables aux siens, à ce sourire qu'elle avait l'impression de reconnaître sans jamais l'avoir vu. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil dans son nouveau lit, Lucie prit une décision. Dès le lendemain, elle appellerait Madame Noël et lui demanderait la vérité. Car pour la première fois de sa vie, elle avait l'intuition profonde que tout ce qu'on lui avait raconté sur ses origines n'était peut-être qu'un fragile château de cartes, prêt à s'effondrer au moindre souffle de vérité. Le premier jour de Lucie aux écuries commença à l'aube, malgré sa nuit agitée. Elle se leva avec l'énergie de ceux qui ont toujours vécu au rythme du soleil. Les chevaux l'accueillirent avec des hennissements doux, comme s'ils reconnaissaient déjà en elle une amie. Aurélien l'attendait, une tasse de café à la main. Son visage paraissait encore plus marqué que la veille, preuve d'une nuit sans sommeil. « Bonjour », dit Lucie en attachant ses cheveux en queue de cheval. « Je suis prête. »« Bien », répondit-il simplement. Puis, comme s'il avait pris une décision difficile, il ajouta. « À propos d'hier soir, je dois appeler ma grand-mère, » le coupa Lucie. « Elle saura me dire la vérité. » Aurélien secoua la tête. « Et si la vérité faisait plus de mal que de bien, je préfère une vérité douloureuse à un mensonge confortable. » Le vieil homme esquissa un sourire triste. « Tu as son caractère ?» Voyant le regard interrogateur de Lucie, il précisa. « Marianne, elle aussi préférait les vérités qui déchirent au silence qui préserve. » Il lui tendit une fourche. « Mais avant toute chose, nous avons du travail. Les chevaux n'attendent pas. » La matinée passa rapidement. Entre soins aux animaux et apprentissage des procédures du domaine, Lucie se montrait naturellement douée, comme si elle avait toujours fait ce métier. À midi, ils firent une pause à l'ombre d'un grand chêne. Aurélien avait apporté 2 sandwichs et une bouteille de cidre. « Tu t'en sors bien ?» dit-il en lui tendant sa part. « Le cheval de Thomas, Ouragan, t'a accepté tout de suite. C'est rare. Il est d'habitude méfiant avec les étrangers. »« Je ne me sens pas étrangère ici, » avoua Lucie. « C'est bizarre. »« Non. » Aurélien but une gorgée de cidre, le regard perdu vers le manoir. Pas si bizarre que ça. Un silence s'installa, seulement troublé par le chant des cigales et le hennissement lointain des chevaux. Finalement, Lucie se lança. « Raconte-moi, Aurélien, qui était Marianne Bellamy ?» Le vieil homme soupira profondément. « La petite sœur de Thomas. Une fille extraordinaire, pleine de vie, créative, rebelle aussi. Elle peignait, jouait de la guitare. Il désigna le cellier qu'on apercevait au loin. C'était son refuge. Cet endroit. Elle y passait des heures quand elle voulait échapper aux contraintes de sa famille. Que lui est-il arrivé? Elle est morte. Dans un accident de voiture. C'était il y a... Il réfléchit. Presque 27 ans maintenant. Lucie sentit son cœur se serrer. J'ai 27 ans. Je sais. Et le bébé sur le portrait. Aurélien détourna le regard. On l'a jamais retrouvé. La voiture a plongé dans un ravin près d'ici, par une nuit d'orage. Le corps de Marianne a été découvert, mais pas celui du petit. Son enfant a disparu. Lucie sentait sa gorge se nouer. Comment est-ce possible? Les autorités ont conclu qu'il avait été emporté par les eaux. La rivière était en crue cette nuit-là. Lucie toucha machinalement son pendentif en forme de rose. Et le père de cet enfant? Un homme puissant, marié, plus âgé qu'elle. Les traits d'Aurélien se durcirent. Il l'a abandonnée quand elle est tombée enceinte. La famille a essayé d'étouffer le scandale. À l'époque, même dans les grandes familles comme les Bellamy, une grossesse hors mariage. C'était encore. « Pourquoi me racontes-tu tout ça ?» murmura Lucie, bien qu'elle commençât à entrevoir la réponse. « Parce que tu poseras ces questions à ta grand-mère. Et parce que... » Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que j'aimais Marianne. Pas comme un homme aime une femme. J'étais déjà vieux quand elle était jeune. Mais comme on aime la lumière, elle illuminait cet endroit. » Il se leva péniblement. « Viens, il y a quelque chose que je veux te montrer. » Ils marchèrent jusqu'à une petite remise attenante aux écuries. Aurélien sortit une clé de sa poche et ouvrit un vieux coffre en bois. À l'intérieur, soigneusement conservé dans une boîte, se trouvait une photographie jaunie. C'était lors de la dernière fête des vendanges, avant l'accident, expliqua-t-il.
Sur la photo, on voyait une jeune femme radieuse, la même que sur le portrait, tenant une coupe de champagne. Son ventre arrondi était visible sous sa robe d'été. À côté d'elle se tenait un homme plus jeune que le Thomas actuel, mais avec les mêmes traits, Thomas et Marianne, confirma Aurélien, et là, il pointa du doigt une silhouette en arrière-plan. C'est ta grand-mère, Madame Noël, elle était femme de chambre ici. Lucie prit la photo entre ses doigts tremblants. Alors c'est vrai, mamie a travaillé ici, mais pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé? Peut-être pour te protéger. Aurélien reprit la photo et la rangea soigneusement. Le soir de l'accident, Marianne tentait de s'enfuir avec son bébé. Elle avait peur que sa famille ne le lui prenne. La route était glissante. Il pleuvait à verse. Et ma grand-mère, quel rôle a-t-elle joué dans tout ça? Aurélien referma le coffre. Ce n'est pas à moi de te le dire. Appelle-la. À la fin de la journée, épuisée physiquement, mais l'esprit en ébullition, Lucie regagna son appartement. Elle prit une douche rapide, puis s'assit sur son lit, son téléphone à la main. Elle hésita longtemps avant de composer le numéro de Madame Noël. « Mamie, c'est Lucie, ma petite. Comment se passe ta première journée? »« Bien, mais... » Elle prit une profonde inspiration. « Mamie, j'ai trouvé quelque chose au domaine. Un vieux cellier avec un portrait. Une femme qui porte le même collier que le mien, avec un bébé dans les bras. » Le silence à l'autre bout de la ligne fut si long que Lucie crut que la communication avait été coupée. « Mamie, je savais que ce jour viendrait, » répondit enfin la vieille dame d'une voix brisée. « J'ai essayé de te tenir éloignée de cet endroit toute ta vie. Mais le destin est parfois plus fort que nos précautions. Qui était Marianne Bellamy pour moi ?» Un autre silence, puis un soupir tremblant. « Oh, ma chérie, je ne me sens pas bien tout à coup. Ma poitrine. Mamie, mamie. » La panique envahit Lucie. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. Juste. Je crois que je devrais m'allonger un peu. J'appelle une ambulance. Non, ce n'est pas nécessaire, Mais Lucie avait déjà raccroché pour composer le numéro des urgences, sans prendre le temps de réfléchir. Elle attrapa son sac et dévala les escaliers. Dans la cour, elle vit Jean-Philippe. L'intendant, ma grand-mère est malade. Je dois aller au village immédiatement. Prenez ma voiture, dit-il en lui lançant des clés. C'est plus rapide que le vélo. 20 minutes plus tard, Lucie arrivait devant sa maison d'enfance, en même temps que l'ambulance. Madame Noël était allongée sur le canapé. Le teint cireux, la respiration difficile. « Mamie !» Lucie courut vers elle et lui prit la main. « Tiens bon, les secours sont là. » La vieille dame ouvrit les yeux avec difficulté. « Je suis désolée, ma petite. Je voulais te protéger. Ne parle pas. Économise tes forces. » Les ambulanciers intervinrent rapidement. Plaçant un masque à oxygène sur le visage de Madame Noël et la préparant pour le transport, le diagnostic préliminaire évoquait une crise cardiaque. Alors qu'il l'emmenait vers l'ambulance, la vieille dame agrippa faiblement le bras de Lucie. « Le collier, » murmura-t-elle avec effort, « c'était à ta mère. Elle voulait que tu l'aies, quand tu serais prête à connaître la vérité. » Les portes de l'ambulance se refermèrent, laissant Lucie sur le seuil de la maison, ses questions sans réponse et la certitude grandissante que sa vie entière n'avait été qu'un château de cartes. Soigneusement arrangé pour cacher une vérité que personne ne semblait prêt à lui révéler. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'hospitalisation de Madame Noël. Les médecins avaient confirmé une crise cardiaque, heureusement sans séquelles majeures grâce à l'intervention rapide des secours. Lucie avait passé ses journées entre l'hôpital et le domaine, jonglant entre ses nouvelles responsabilités et son inquiétude pour sa grand-mère. « Tu devrais te reposer », lui dit Aurélien alors qu'elle revenait aux écuries, après une nuit au chevet de la vieille dame. « Les chevaux peuvent attendre. Le travail me fait du bien, » répondit Lucie en saisissant une brosse. « Ça m'empêche de trop penser. » Le vieil homme l'observa un moment. « Comment va-t-elle ? » « Mieux. » Il parle de la garder encore quelques jours en observation. Lucie commença à brosser vigoureusement le flanc d'un hongre. Elle évite toujours mes questions, prétextant sa fatigue. Aurélien hocha la tête sans surprise. Certaines vérités sont difficiles à dire, même après toutes ces années. Mais j'ai le droit de savoir. Le ton de Lucie était plus vif qu'elle ne l'aurait voulu. « Désolée, je suis juste fatiguée. Je comprends. » Il hésita, puis ajouta. « Thomas rentre aujourd'hui de Paris. Il a demandé à te voir. » Lucie se figea. « Il sait, pour le cellier, je veux dire. » « Non, du moins pas par moi. »
Il haussa les épaules. Mais Thomas a toujours eu un sixième sens pour ces choses-là. La journée passa lentement. Chargée d'appréhension, en fin d'après-midi, alors que Lucie achevait de nettoyer les box, Jean-Philippe apparut à l'entrée des écuries. « Mademoiselle Dubois, Monsieur Bellamy souhaite vous voir dans son bureau. » Maintenant, le cœur battant, Lucie suivit l'intendant jusqu'au manoir. Le bureau de Thomas était exactement comme lors de sa première visite. Élégant, austère, intimidant, l'homme lui-même se tenait debout près de la fenêtre, un verre de whisky à la main. « Entrez, Mademoiselle Dubois. » Sa voix était contrôlée, impossible à déchiffrer. « Comment se porte votre grand-mère ? » « Elle va mieux, merci. » Lucie resta près de la porte, incertaine. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Il lui désigna un fauteuil. « J'ai appris que vous avez commencé votre travail ici dans des circonstances difficiles. Aurélien m'a dit que vous vous débrouillez remarquablement bien avec les chevaux. »« J'ai toujours eu de la facilité avec les animaux. » Thomas l'observa par-dessus son verre. En effet, comme quelqu'un d'autre que j'ai connu. Un silence s'installa, pesant. Finalement, Thomas se dirigea vers son bureau et en sortit une enveloppe. « Nous organisons un dîner demain soir, une réception pour quelques personnalités locales et investisseurs potentiels. » Il lui tendit l'enveloppe. « Dit, je souhaiterais que vous y assistiez. Moi, » Lucie était stupéfaite. « Mais je suis juste responsable des écuries. Je n'ai rien à faire dans ce genre d'événement. » Au contraire, son regard s'intensifia. « Vous êtes désormais part intégrante du domaine de Montvallon. Votre présence serait appropriée. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit sur Jean-Philippe. « Monsieur, excusez-moi de vous interrompre, mais Monsieur Deschamps vient d'arriver. » Le visage de Thomas se durcit imperceptiblement. « Je n'attendais pas Victor avant demain. Il dit avoir modifié ses plans et souhaite vous voir immédiatement. » Thomas soupira. « Très bien, faites-le patienter au salon. J'arrive dans un instant. » L'intendant s'éclipsa, laissant Thomas et Lucie à nouveau seuls. L'homme semblait soudain préoccupé, presque tendu. « Nous reprendrons cette conversation plus tard, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Le dîner est à 20h. » Portez quelque chose d'élégant. Curieuse malgré elle, Lucie le suivit à distance dans le couloir, au salon. Un homme d'une 60aine d'années, élégamment vêtu, attendait, grand, les cheveux poivre et sel. Il dégageait une aura d'autorité et de pouvoir qui imposait immédiatement le respect ou la crainte. « Thomas, mon ami !» s'exclama-t-il en apercevant le maître des lieux. « Victor !» La poignée de main de Thomas était cordiale mais réservée. « Quelle surprise! Nous t'attendions pour le dîner de demain. J'avais des affaires à régler dans la région, alors je me suis dit, pourquoi ne pas venir plus tôt et profiter de ton hospitalité légendaire ?» Son regard balaya alors le hall et s'arrêta sur Lucie qui se tenait un peu en retrait. « Et qui est cette charmante jeune personne ?» Thomas se tourna vers elle, visiblement contrarié par sa présence. « Lucie Dubois, notre nouvelle responsable des écuries. Lucie, voici Victor Deschamps, député de notre circonscription et un vieil ami de la famille. » Victor s'approcha, un sourire calculateur aux lèvres. « Enchanté, mademoiselle Dubois. Thomas sait toujours s'entourer de jolies femmes, même pour ses écuries. » Lucie s'apprêtait à répondre quand le regard de l'homme se figea sur son cou, ou plus précisément, sur le pendentif en forme de rose qu'elle portait. « Ce collier, » murmura-t-il, soudain blême. « Où l'avez-vous eu ? » « C'était à ma mère, » répondit Lucie, déstabilisée par son changement d'attitude. Victor lança un regard perçant à Thomas, qui restait impassible. « Ta mère, et qui était-elle si je puis me permettre ? » « Elle est décédée à ma naissance. Je ne l'ai jamais connue. » Un silence épais s'installa. Chargé de non-dits, Thomas le rompit finalement. « Victor, je suis sûre que tu souhaites te rafraîchir après ton voyage. Jean-Philippe va te montrer ta chambre, Lucie. Vous pouvez retourner à vos occupations. » Congédiée sans ménagement, Lucie quitta le manoir, troublée par cette étrange rencontre. Le visage de Victor Deschamps, lorsqu'il avait vu son collier, restait gravé dans sa mémoire. Un mélange de choc, de peur et de culpabilité, de retour à son appartement. Elle ouvrit l'enveloppe que Thomas lui avait remise. Elle contenait une carte d'invitation formelle pour le dîner, ainsi qu'une note manuscrite. Portez ceci, T.B. Sous la note se trouvait une carte de crédit au nom du domaine. Perplexe, Lucie contempla la carte. Pourquoi Thomas insistait-il pour qu'elle assiste à ce dîner ?
Et pourquoi lui offrir de quoi s'acheter une tenue? Le lendemain matin, après une courte visite à l'hôpital où Madame Noël dormait paisiblement, Lucie se rendit à Avignon pour faire les boutiques. Elle n'avait jamais possédé de vêtements véritablement élégants et se sentait perdue parmi les robes de soirée. « Puis-je vous aider, mademoiselle ?» Une vendeuse s'approcha avec un sourire professionnel. « Je dois assister à un dîner formel ce soir, et je n'ai rien à me mettre. » Avoua Lucie. La femme l'étudia avec un œil expert. « Avec votre teint et vos yeux, quelque chose en bleu nuit serait parfait, 2 heures plus tard. » Lucie quittait la boutique avec une robe sobre mais élégante qui mettait en valeur sa silhouette, ainsi que des chaussures et une pochette assortie. L'expérience lui avait paru surréaliste, comme si elle jouait un rôle dans une pièce de théâtre, de retour au domaine. Elle croisa Victor Deschamps qui se promenait dans les jardins. Il l'aborda aussitôt. « Mademoiselle Dubois, quelle coïncidence ?» Son ton était cordial, presque trop. « Thomas m'a dit que vous assisteriez au dîner ce soir. En effet, c'est une première pour moi. Nous aurons l'occasion de faire plus ample connaissance. » Alors, il désigna son pendentif. « Ce collier est vraiment fascinant. Il me rappelle quelqu'un que j'ai connu, il y a longtemps. »« Qui donc ?» demanda Lucie, le cœur battant. Victor hésita, puis sourit avec une chaleur qui n'atteignait pas ses yeux. « Une vieille histoire. Peut-être vous la raconterai-je un jour. » Il s'éloigna d'un pas nonchalant, laissant Lucie avec l'étrange sensation d'avoir été évaluée, et peut-être même identifiée comme une menace. Ce soir-là, en se préparant pour le dîner, Lucie ne pouvait s'empêcher de penser que, d'une façon ou d'une autre, les pièces du puzzle de son existence commençaient à s'assembler, et quelque chose lui disait que la réception à venir pourrait bien être le cadre d'une révélation qu'elle n'était peut-être pas prête à entendre. La grande salle à manger du domaine de Montvallon brillait de 1000 feux. Les chandeliers en cristal, les couverts en argent et les arrangements floraux somptueux créaient une atmosphère digne des plus grandes réceptions parisiennes. Lucie, dans sa robe bleu nuit, se tenait près de l'entrée. Intimidée par le luxe environnant et les invités qui commençaient à arriver, « Vous êtes ravissante », murmura une voix derrière elle. Elle se retourna pour découvrir Thomas, élégant dans son costume sur mesure, pour la première fois depuis leur rencontre. Il lui souriait presque. « Merci de m'avoir permis d'acheter cette robe », répondit Lucie. Mal à l'aise, « Je vous rembourserai dès que... Ne soyez pas ridicule. » Il s'approcha et, à sa grande surprise, lui offrit son bras. « Venez, je vais vous présenter à nos invités. » Les 2 heures qui suivirent furent surréalistes pour Lucie. Thomas la conduisait d'un groupe à l'autre, la présentant comme notre nouvelle responsable des écuries, dont le talent avec les chevaux est remarquable. Les invités, politiciens locaux, propriétaires terriens, quelques artistes, la saluaient poliment, mais elle sentait leur regard curieux, leur chuchotement dès qu'elle s'éloignait. Victor Deschamps, quant à lui, ne la quittait pas des yeux, à plusieurs reprises. Elle le surprit en train de fixer son pendentif, le visage fermé, avant de détourner rapidement le regard. « Il vous observe ?» remarqua Thomas, alors qu'il se tenait près du buffet. « Qui, monsieur Deschamps ?» Lucie but une gorgée de champagne. « Il semble troublé par mon collier. » Ce n'est pas étonnant. Les yeux de Thomas s'assombrirent. Il a de bonnes raisons de l'être. Avant qu'elle ne puisse demander des précisions, la musique commença et les invités se dirigèrent vers la terrasse où un petit orchestre s'était installé. « Excusez-moi, » dit Thomas. « Je dois m'occuper de mes invités. » Restée seule, Lucie décida de profiter de cette opportunité pour explorer le manoir. Les couloirs étaient déserts. Tout le personnel étant mobilisé pour la réception, elle se dirigea d'instinct vers l'aile est, celle qui abritait les appartements privés de la famille. Une porte entr'ouverte attira son attention. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur et découvrit ce qui semblait être une bibliothèque personnelle. Les murs étaient recouverts d'étagères remplies de livres anciens, et au centre trônait un bureau massif. Poussée par une curiosité plus forte que la prudence, Lucie entra et referma doucement la porte derrière elle. La pièce sentait le cuir et le papier vieilli, sur une étagère. Des photographies encadrées attirèrent à son regard. Thomas plus jeune, avec ses parents sans doute, et Marianne, la même jeune femme que sur le portrait du cellier, souriante, lumineuse. Une porte au fond de la bibliothèque menait à une autre pièce. Lucie l'ouvrit délicatement,
et se retrouva dans ce qui semblait être la chambre de Marianne, conservée intacte comme un sanctuaire. Le lit à baldaquin, la coiffeuse avec ses flacons de parfum, les livres sur la table de chevet, tout était resté figé dans le temps, comme si sa propriétaire allait revenir d'un instant à l'autre. Sur le mur opposé au lit, un portrait plus grand que celui du cellier représentait Marianne en robe de soirée, sans le bébé cette fois. Ses yeux bleus, si semblables à ceux de Lucie, semblaient la suivre. « Qui étais-tu vraiment ?» murmura Lucie en s'approchant du portrait. Son pied heurta alors quelque chose sous le lit. En se penchant, elle découvrit une boîte en bois sculptée, partiellement visible. Elle la tira doucement et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient plusieurs carnets reliés en cuir, des journaux intimes, les mains tremblantes. Lucie en prit un et l'ouvrit. L'écriture était fine, élégante, féminine. Elle commença à lire. 15 mars 1997. Je l'ai revu aujourd'hui. Il dit que c'est fini, qu'il ne peut pas risquer sa carrière pour moi, que sa femme soupçonne quelque chose, comme si j'étais juste une distraction. Je lui ai dit pour le bébé. Il a pâli, puis s'est mis en colère. « Tu mens », a-t-il dit. « Tu essaies de me piéger. Comment peut-il penser ça de moi ? Après tout ce que nous avons partagé, Victor n'est plus l'homme que j'ai aimé, Victor. » Victor Deschamps, l'homme qui se trouvait en ce moment même sur la terrasse du manoir, celui qui ne quittait pas des yeux son pendentif. Lucie tourna frénétiquement les pages. 2 avril 1997. Thomas a découvert pour ma grossesse. Il est furieux contre Victor, veut le confronter. Je l'ai supplié de n'en rien faire. Ce n'est pas comme si Victor allait reconnaître l'enfant de toute façon. Ma famille parle de m'envoyer en vacances, chez une tante éloignée jusqu'à l'accouchement. Ils veulent que je fasse adopter le bébé ensuite. Jamais, jamais je n'abandonnerai mon enfant. 17 juin 1997. Je me sens si seule. Maman et papa ne me parlent presque plus. Thomas essaie d'être présent. Mais je vois la déception dans ses yeux. Seuls Noël et Aurélien me traitent encore comme un être humain et non comme une source de honte. J'ai commencé à peindre un portrait de moi avec mon enfant à naître. Un jour, je veux qu'il ou elle sache combien il était aimé. Même avant sa naissance, le bruit de pas dans la bibliothèque fit sursauter Lucie. Elle referma précipitamment le journal et le remit dans la boîte, qu'elle repoussa sous le lit. À peine s'était-elle relevée que la porte s'ouvrit. Thomas se tenait dans l'encadrement, le visage indéchiffrable. « Je savais que je vous trouverais ici », dit-il simplement. « Je suis désolée », balbutia Lucie. « Je n'aurais pas dû entrer sans permission, mais votre instinct vous a guidé vers cette chambre. » Il entra et referma la porte, comme il vous a guidé vers le cellier. Lucie se tenait immobile, incapable de nier. « Qui était-elle pour moi ?» murmura-t-elle finalement. Thomas s'approcha du portrait et le contempla longuement. « Vous avez déjà trouvé la réponse, n'est-ce pas ? Vous l'avez lu dans ses journaux. » Victor Deschamps, commença Lucie, était son amant, un homme marié, ambitieux, qui voyait en ma sœur une distraction passagère. Sa voix était chargée d'amertume. Quand elle est tombée enceinte, il l'a abandonnée. Notre famille a essayé d'étouffer le scandale. Il se tourna vers Lucie. Mais Marianne était têtue. Elle a refusé d'abandonner son enfant. Le soir de l'accident, elle tentait de s'enfuir. Elle avait peur que nos parents ne prennent le bébé à sa naissance pour le faire adopter loin d'ici. Et cet enfant. La gorge de Lucie était si serrée qu'elle pouvait à peine parler. Thomas la fixa intensément. Son corps n'a jamais été retrouvé. Pendant des années, j'ai engagé des détectives privés, cherché des pistes. En vain. Il s'approcha d'elle et, avec une douceur inattendue, toucha le pendentif en forme de rose qu'elle portait. Jusqu'à ce que vous franchissiez les portes de ce domaine, portant le collier de Marianne et son visage, le monde semblait tourner autour de Lucie. Vous pensez que je suis, je le sais, il sourit tristement. Je l'ai su dès que je vous ai vu. Vous avez ses yeux, son sourire, et ce pendentif, je l'avais offert à Marianne pour ses 18 ans. Un coup discret à la porte les interrompit. Jean-Philippe apparut, l'air soucieux. « Monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais Monsieur Deschamps vous cherche. Il semble agité. » Thomas se redressa. « Dites-lui que j'arrive. » Puis, se tournant vers Lucie, « Nous devons retourner à la réception avant que votre absence ne soit remarquée. » Mais cette conversation n'est pas terminée. Alors qu'ils quittèrent la chambre, Thomas ajouta à voix basse « Soyez prudente avec Victor.
S'il soupçonne qui vous êtes réellement, il pourrait devenir dangereux. Le reste de la soirée se déroula comme dans un brouillard pour Lucie. Les conversations, les rires, la musique, tout semblait irréel comparé à la révélation qu'elle venait de vivre. Elle était la fille de Marianne Bellamy, la nièce de Thomas, et le fruit d'une relation interdite avec Victor Deschamps, l'homme qui, en ce moment même, la fixait de l'autre côté de la salle, comme s'il commençait à assembler les pièces d'un puzzle qu'il aurait préféré voir rester éparpillé à jamais. Le lendemain de la réception, Lucie se réveilla avec une étrange clarté d'esprit, comme si les brumes qui avaient entouré son existence venaient enfin de se dissiper. Elle était la fille de Marianne Bellamy, la nièce de Thomas, l'enfant que tout le monde croyait mort dans l'accident. Elle s'habilla rapidement et se rendit directement à l'hôpital. Cette fois, elle était déterminée à obtenir des réponses de Madame Noël. Quitte à bousculer sa convalescence, la vieille dame était assise dans son lit, feuilletant distraitement un magazine. Son visage s'éclaira en voyant Lucie, mais s'assombrit aussitôt devant l'expression déterminée de la jeune femme. « Tu sais, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Lucie s'assit au bord du lit. « Pas tout, mais assez pour comprendre que ma vie entière repose sur un mensonge. » Madame Noël ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. « Ce n'était pas un mensonge, ma petite, c'était une protection. Une protection contre quoi? Contre qui? Contre eux, les Bellamy, Victor Deschamps. » Elle serra la main de Lucie. « Tu mérites de connaître toute l'histoire. Je te la dois. » Elle prit une profonde inspiration et commença. « J'étais femme de chambre au domaine depuis des années quand Marianne est tombée enceinte. Une fille si douce, si pleine de vie. Elle avait rencontré Victor lors d'une réception politique. Il était déjà marié, mais ambitieux et charismatique. Elle est tombée amoureuse, naïvement. Quand ses parents ont découvert sa grossesse, ils étaient furieux. Un scandale aurait ruiné leur réputation. Ils voulaient l'envoyer loin, faire adopter l'enfant discrètement. Mais Marianne refusait. Elle aimait déjà ce bébé plus que tout. Madame Noël s'interrompit, les yeux soudain brillants de larmes. La nuit de l'accident, elle m'avait confié son plan. Elle allait s'enfuir avec un peu d'argent qu'elle avait économisé, commencer une nouvelle vie loin d'ici avec son enfant. Elle m'avait demandé de l'aide pour préparer quelques affaires. Je l'ai aidée, bien sûr. Comment refuser? Elle était si désespérée. Cette nuit-là, il pleuvait à verse. J'étais inquiète. Mais elle était déterminée. Quelques heures plus tard, j'ai appris qu'elle avait eu un accident sur la route du domaine. Sa voiture avait quitté la route et plongé dans un ravin. Les mains de la vieille dame tremblaient, maintenant. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à sortir sous cette pluie battante, mais j'ai couru jusqu'au lieu de l'accident. Les secours n'étaient pas encore arrivés. J'ai descendu le ravin, glissant dans la boue. C'est là que je t'ai trouvé. Moi, murmura Lucie, la gorge nouée. Oui, toi, par miracle. Tu avais été éjectée de la voiture lors de l'impact. Tu étais enveloppée dans une couverture, pleurant faiblement, à quelques mètres. La voiture était en partie immergée dans la rivière gonflée par la pluie. J'ai aperçu Marianne. Elle était... Sa voix se brisa. Elle était morte, compléta doucement Lucie. Madame Noël acquiesça. J'ai pris une décision en quelques secondes. Si je te ramenais au domaine, les Bellamy feraient exactement ce qu'ils avaient prévu. Te donner à l'adoption, loin de tout ce scandale. Et Victor, j'avais entendu des rumeurs sur sa colère quand Marianne lui avait annoncé sa grossesse. Il avait trop à perdre. Alors tu m'as prise, dit Lucie, les pièces du puzzle s'emboîtant enfin. Je t'ai emportée chez moi. J'ai démissionné dès le lendemain, prétextant être bouleversée par la mort de Marianne, que je ne pouvais plus travailler dans ce lieu de tragédie. Personne n'a posé de questions. J'ai déménagé dans ce village, pas trop loin, mais assez pour passer inaperçu. J'ai raconté à tous que ma fille était morte en me confiant son bébé. Toi. Et le pendentif? Lucie toucha la rose en argent qu'elle portait au cou. Il était autour de ton cou cette nuit-là. Je n'ai jamais eu le cœur de te l'enlever. C'était ton seul lien avec ta mère. Elle hésita. J'aurais dû te dire la vérité plus tôt, mais les années ont passé et j'avais peur. Peur que tu me détestes pour t'avoir privé de ta vraie famille. Peur aussi que les Bellamy ou Victor ne découvrent ton existence et ne viennent te réclamer. Mais Thomas me cherchait, dit Lucie. Il a engagé des détectives. Madame Noël parut surprise. Thomas, je l'ignorais. Je pensais qu'il était comme ses parents, soucieux d'éviter le scandale à tout prix. Comment suis-je arrivée au domaine alors, qui a suggéré mon nom à Thomas pour le poste? La vieille dame secoua la tête.
Je l'ignore. Ce n'était pas moi, je t'assure. J'ai toujours fait mon possible pour te tenir éloigné de cet endroit. » Un léger coup à la porte les interrompit. Une infirmière passa la tête dans l'entrebâillement. « Excusez-moi, mais Madame Dubois a besoin de repos. Ses examens sont prévus dans une demi-heure. » Lucie se leva à contre-cœur. « Je reviendrai plus tard, mamie. »« Lucie !» l'appela Madame Noël alors qu'elle atteignait la porte. « Quoi que tu décides maintenant, sache que je t'ai aimée comme ma propre petite fille. Chaque jour passé avec toi a été un cadeau. » Les larmes aux yeux, Lucie revint vers le lit et serra la vieille dame dans ses bras. « Je sais, mamie, et tu seras toujours ma grand-mère, quoi qu'il arrive. » En quittant l'hôpital, Lucie fut surprise de trouver Thomas qui l'attendait, appuyé contre sa voiture. « Comment va-t-elle » demanda-t-il sobrement. « Mieux, elle m'a tout raconté. » Lucie le dévisagea. « Comment avez-vous su que j'étais ici ?»« Aurélien me l'a dit. » Il ouvrit la portière passager. « Montez, nous devons parler. » Le trajet se fit en silence. Au lieu de retourner au domaine, Thomas conduisit jusqu'à un petit cimetière situé sur une colline. Il se gara, et sans un mot, guida Lucie parmi les tombes jusqu'à un mausolée de marbre blanc orné du nom Bellamy. À l'intérieur, une plaque commémorative était dédiée à Marianne. « Je viens ici chaque semaine depuis 27 ans, » dit Thomas doucement, « pour lui parler, pour lui dire que je n'ai jamais cessé de chercher son enfant. » Il se tourna vers Lucie. « Je me suis toujours senti responsable. J'aurais dû la protéger, l'aider à s'enfuir plus tôt avant que... » Il s'interrompit. Submergé par l'émotion, j'ai cherché pendant des années, engagé des détectives privés, mais sans succès. Alors comment m'avez-vous trouvé maintenant ? C'est Aurélien qui a fait le lien. Thomas eut un sourire triste. Il t'a aperçu au marché il y a quelques mois, le pendentif, d'abord, puis la ressemblance. Il a commencé à se renseigner discrètement sur toi. C'est lui qui a suggéré mon nom pour le poste aux écuries, comprit Lucie. Oui, il m'a parlé de ses soupçons, mais je n'osais y croire. Puis je t'ai vu, ses yeux, ce sont ceux de Marianne. Un silence s'installa, seulement troublé par le chant des oiseaux et le bruissement des cyprès. Et maintenant ? Demanda finalement Lucie. Que sommes-nous l'un pour l'autre ? Thomas la regarda longuement. Tu es la fille de ma sœur. Tu es une belle amie, et si tu le souhaites, tu es mon héritière. Et Victor Deschamps, mon père biologique. Le visage de Thomas se durcit. Victor ne doit rien savoir pour l'instant. C'est un homme puissant, dangereux quand ses intérêts sont menacés. S'il apprend que tu es vivante, que tu pourrais réclamer une reconnaissance de paternité, révéler cette vieille histoire. Je ne veux rien de lui, affirma Lucie. Ni reconnaissance, ni argent. Je sais, mais lui l'ignore. Thomas posa une main sur son épaule. Sois prudente, il a déjà fait beaucoup de mal à notre famille. Sur le chemin du retour, Lucie regarda défiler le paysage, ce pays qui avait toujours été le sien, mais qu'elle voyait désormais avec des yeux nouveaux. Une question la taraudait encore. « L'accident de ma mère, commença-t-elle. Thomas lui jeta un regard perçant. A toujours semblé étrange. La route était dangereuse. Certes, mais Marianne la connaissait parfaitement. Et les freins de sa voiture, vous pensez que ce n'était pas un accident ? Je n'ai jamais pu le prouver. Sa mâchoire se contracta. Mais Victor avait beaucoup à perdre si Marianne parlait. Sa carrière politique ne faisait que commencer. Ils arrivèrent au domaine à la tombée du jour. Avant de descendre de voiture, Lucie se tourna vers Thomas. « Je veux connaître ma mère, tout ce que vous pouvez me dire sur elle. » Pour la première fois, Thomas sourit vraiment. Elle aurait été si fière de toi, si fière et si heureuse que tu sois revenu à la maison. Une semaine s'était écoulée depuis les révélations. Lucie avait l'impression de vivre dans un rêve éveillé, oscillant entre l'euphorie de découvrir sa véritable identité et l'angoisse face aux zones d'ombre qui persistaient. Madame Noël, désormais sortie de l'hôpital, avait accepté l'invitation de Thomas à venir s'installer temporairement au domaine. Pour rattraper le temps perdu, avait-il dit avec une gentillesse qui contrastait avec sa froideur initiale. Ce matin-là, Lucie terminait ses tâches aux écuries quand Jean-Philippe vint la trouver. « Mademoiselle, Monsieur Bellamy souhaite vous voir dans son bureau immédiatement. » Le ton de l'intendant trahissait une inquiétude inhabituelle. En traversant les jardins, Lucie remarqua une voiture noire aux vitres teintées, garée devant le manoir. Un chauffeur en uniforme attendait à côté, l'air impassible. Dans le bureau, Thomas n'était pas seul. Victor Deschamps se tenait près de la fenêtre, élégant dans son costume sur mesure, un verre de whisky à la main malgré l'heure matinale, son sourire,
Lorsqu'il se tourna vers Lucie, n'atteignait pas ses yeux. « Ah, la voilà enfin !» dit-il d'une voix doucereuse. Notre charmante palefrenière, Thomas, debout derrière son bureau, avait le visage fermé. « Lucie, Victor souhaitait te parler. Je lui ai dit que nous étions occupés, mais il a insisté. » L'emploi du tutoiement n'échappa pas à Victor, dont le regard s'aiguisa. « En effet, je suis curieux de mieux connaître la jeune femme qui porte un bijou si particulier. » Il s'approcha de Lucie, trop près pour que ce soit confortable. « Ce pendentif en forme de rose, j'en ai offert un identique, il y a longtemps, à quelqu'un qui m'était cher. Ma mère me l'a laissé à sa mort, » répondit Lucie, soutenant son regard. « Votre mère ?» Victor tournait autour d'elle comme un prédateur. « Et qui était-elle, cette femme mystérieuse ? Une simple villageoise ?» intervint Thomas. « Qu'est-ce que cela peut bien te faire, Victor ? Simple curiosité. » Il haussa les épaules avec une désinvolture étudiée. « Il se trouve que j'ai perdu la trace d'un bijou similaire il y a des années, une pièce de valeur, tant sentimentale que financière. » Il se tourna vers Thomas. « D'ailleurs, j'ai croisé Madame Noël dans les jardins. Quelle surprise de la revoir après toutes ces années. N'était-elle pas employée ici au temps de... l'incident ?» La tension dans la pièce était palpable. Thomas fit un pas en avant. « Victor, nous avons des affaires à discuter. Lucie a du travail qui l'attend. »« Bien sûr, bien sûr. » Victor inclina légèrement la tête vers Lucie. « Nous aurons d'autres occasions de bavarder. J'en suis certain. » Une fois seule avec Thomas, Lucie laissa échapper un souffle qu'elle ne se rappelait pas avoir retenu. « Il soupçonne quelque chose. »« Il ne soupçonne pas, il sait. » Thomas se passa une main sur le visage. « J'ai reçu un appel d'un ami à la préfecture ce matin. Victor a demandé les archives concernant l'accident de Marianne et il a engagé un détective privé. Pourquoi faire, après toutes ces années, pour vérifier ton identité ? J'imagine, te rattacher à Marianne compromettrait sa carrière, sa réputation. » Thomas hésita. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, quelque chose que j'ai trouvé récemment en parcourant de vieilles correspondances de Marianne. » Il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe jaunie. Une lettre qu'elle avait écrite à sa meilleure amie, mais jamais envoyée. Elle y mentionne sa peur de Victor, qui était devenu, menaçant après l'annonce de sa grossesse. Lucie prit l'enveloppe d'une main tremblante. Elle écrit que Victor lui avait dit clairement que cet enfant ne devait jamais naître, qu'il ruinerait tout ce pourquoi il avait travaillé. Thomas la fixa intensément. « Lucie, je commence à croire que l'accident de Marianne n'en était pas un. Vous pensez qu'il aurait pu... » Lucie n'arrivait pas à terminer sa phrase, l'horreur de cette suggestion lui nouant la gorge. « Je n'en ai aucune preuve. » Mais la voiture de Marianne avait été révisée la veille de l'accident. Les freins étaient en parfait état selon le garagiste. Il secoua la tête. « J'étais tellement consumé par la culpabilité et le chagrin à l'époque que je n'ai pas posé les bonnes questions. » Un bruit à la fenêtre les fit sursauter. Ce n'était qu'un oiseau, mais cela suffit à leur rappeler la prudence nécessaire. « Que devons-nous faire ?» demanda Lucie. « Pour l'instant, restez discret. J'ai demandé à Aurélien de surveiller les allées et venues autour du domaine, et j'ai contacté un ami avocat pour voir quelles seraient nos options si... » Il s'interrompit. « Si nous décidions de rendre publique ton identité, cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Lucie décida de retourner au cellier. Elle avait besoin de se connecter à sa mère, de ressentir sa présence dans ce lieu qui avait été son refuge. La nuit était claire, illuminée par une pleine lune qui baignait le paysage d'une lueur argentée. En approchant du bâtiment, Lucie remarqua que la porte était entr'ouverte, alors qu'elle était certaine de l'avoir fermée lors de sa dernière visite. Prudemment, elle poussa le battant. À l'intérieur, une silhouette se découpait dans la pénombre. Lucie étouffa un cri. « N'ayez pas peur », dit Aurélien en se tournant vers elle. « Je me doutais que vous viendriez ici. » Le vieil homme était assis sur le canapé défraîchi, une boîte en métal sur les genoux. « J'ai quelque chose à vous montrer, quelque chose que j'ai gardé toutes ces années, sans savoir si un jour cela servirait. » Il ouvrit la boîte et en sortit ce qui semblait être un carnet, différent des journaux intimes de Marianne. « C'est un agenda, » expliqua-t-il. « Celui de Victor Deschamps. Marianne me l'avait confié peu avant l'accident. Comment l'avait-elle obtenu ? Victor l'avait oublié chez elle lors d'une de leurs rencontres secrètes. Elle l'avait gardé, pensant peut-être y trouver des preuves de leur relation qu'il niait publiquement. Lucie feuilleta les pages. Des rendez-vous, des notes cryptiques, des initiales à la place des noms.
Regardez la date de l'accident, murmura Aurélien. Lucie tourna les pages jusqu'au 18 octobre 1997. Une note brève, écrite à l'encre rouge. Problème M, réglé définitivement. M pour Marianne. La voix de Lucie tremblait. Je le crois. Et regardez les jours précédents. 2 jours avant l'accident, une autre note. RDV Garage S, vérifier arrangement. Le garage Sauveterre, précisa Aurélien. C'est là que la voiture de Marianne a été révisée la veille de l'accident. Vous pensez que Victor a fait saboter les freins. Je n'en ai jamais eu la preuve formelle. Mais j'ai toujours eu des soupçons. Aurélien referma doucement l'agenda. Le propriétaire du garage, Sauveur, est mort d'une crise cardiaque moins d'1 mois après l'accident. Pratique, non. Un craquement provenant de l'extérieur les fit taire immédiatement. Aurélien se leva, alerte malgré son âge, et s'approcha de la fenêtre. « Il y a quelqu'un » chuchota-t-il. « Prenez l'agenda et partez par la porte arrière. Retrouvez Thomas, montrez-lui ça. Et vous ? Je vais faire diversion. Allez, vite !» Lucie glissa l'agenda dans sa veste et se faufila par la petite porte dérobée que lui indiquait Aurélien. Elle longea le mur extérieur du cellier et s'accroupit derrière un buisson pour observer. Une silhouette masculine s'approchait du bâtiment, marchant avec assurance. La lune révéla le visage de Victor Deschamps. Il entra dans le cellier sans hésitation, comme s'il connaissait parfaitement les lieux. Lucie n'attendit pas pour voir la suite. Serrant l'agenda contre elle, elle s'élança vers le manoir. Il fallait prévenir Thomas. Il fallait lui montrer cette preuve qui, après toutes ces années, pourrait enfin faire la lumière sur la mort de sa mère, car maintenant, elle en était certaine, Victor Deschamps n'était pas seulement l'homme qui avait abandonné Marianne Bellamy enceinte, il était aussi celui qui avait orchestré sa mort. Thomas n'était pas dans sa chambre, lorsque Lucie y frappa, essoufflée par sa course. Jean-Philippe, alerté par le bruit, apparut dans le couloir en robe de chambre. « Mademoiselle Dubois, que se passe-t-il ? Je dois voir Thomas immédiatement, c'est urgent. Monsieur est dans la bibliothèque. Il travaille tard ce soir. » Lucie dévala les escaliers sans attendre. Elle trouva Thomas assis à son bureau, des dossiers éparpillés devant lui. « Lucie, qu'est-ce qui ? Victor est au cellier avec Aurélien, » l'interrompit-elle, haletante. « Et j'ai trouvé ça. » Elle posa l'agenda sur le bureau. « C'est celui de Victor. De l'époque de l'accident. Regardez la date. » Thomas parcourut rapidement les pages que Lucie lui indiquait. Son visage se durcit à mesure qu'il lisait. « Où as-tu trouvé ça ? » Aurélien l'avait. Marianne le lui avait confié peu avant sa mort. Thomas se leva brusquement. « Victor est au cellier maintenant. » Avec Aurélien. Sans attendre de réponse, il décrocha le téléphone. « Jean-Philippe, réveillez Antoine et Marc, qu'ils me rejoignent immédiatement au cellier, et appelez la gendarmerie. » Puis, se tournant vers Lucie, « Reste ici, n'en bouge pas. » Hors de question, c'était ma mère. Leurs regards s'affrontèrent un instant. Puis Thomas céda. « Très bien, mais tu restes derrière moi. » Ils sortirent dans la nuit, marchant rapidement vers le cellier. À mi-chemin, ils aperçurent une silhouette qui courait vers eux. C'était Aurélien, le visage ensanglanté. « Il est devenu fou !» haleta le vieil homme en s'effondrant presque dans les bras de Thomas. Quand il a compris que j'avais l'agenda, il m'a frappé. Où est-il maintenant ? Il est parti en courant vers le manoir quand il a entendu des voix approcher. Thomas échangea un regard alarmé avec Lucie. Madame Noël, elle est sans défense dans sa chambre d'invité. Ils firent demi-tour et coururent vers le manoir. En approchant, ils virent la voiture de Victor démarrer en trombe. Les phares éteints. « Il s'enfuit !» cria Aurélien. « Non !» répondit Thomas, le visage sombre. « Il va chercher quelque chose dans sa voiture, probablement une arme. » Ils entrèrent par la porte de service et montèrent silencieusement l'escalier menant aux chambres d'invités. La porte de Madame Noël était entr'ouverte, la lumière allumée. Des voix leur parvenèrent de l'intérieur. « Vous avez tout gâché », disait Victor, la voix chargée de colère contenue. « Toutes ces années à bâtir ma carrière, ma réputation, et vous avez gardé cet enfant en vie, sachant parfaitement ce que ça signifiait. Je n'ai fait que protéger une innocente. » répondit Madame Noël avec une dignité surprenante. « Innocente, elle est la preuve vivante de ma faiblesse, de mon erreur. » Victor eut un rire amer. « Savez-vous ce qui se passera si on apprend que j'ai abandonné une femme enceinte, que cette femme est morte mystérieusement ensuite? Ma carrière est finie. »« Alors c'est vrai, » dit la vieille dame. « Vous avez tué Marianne,
Un silence glacial suivit cette accusation. Un regrettable accident, répondit finalement Victor. Les routes de montagne sont si dangereuses par temps de pluie, tout comme certains médicaments, pris en trop grande quantité, peuvent être fatals pour les personnes âgées. Thomas fit signe à Lucie de rester en arrière et poussa doucement la porte. Victor se tenait près du lit, tenant ce qui semblait être un flacon de pilule, tandis que Madame Noël, assise dans un fauteuil, le regardait avec un mélange de mépris et de défi. « Ça suffit, Victor », dit Thomas d'une voix forte. L'homme politique se retourna vivement, pendant un instant. Son masque de contrôle se fissura, révélant une rage pure qui déforma ses traits. Puis, avec un effort visible, il reprit contenance. « Thomas, quelle surprise !» Son regard glissa vers la porte où Lucie apparaissait. « Et Mademoiselle Dubois, ou devrais-je dire, Mademoiselle Bellamy ?»« C'est terminé ?» déclara Thomas. « Nous avons ton agenda de l'époque. Les rendez-vous au garage juste avant l'accident. Tes notes sur le problème M, réglé définitivement. La police est en route. » Victor éclata d'un rire dénué d'humour. « Un vieux carnet, des notes cryptiques, c'est ta preuve. N'importe quel avocat de première année démolira ça en 5 minutes. »« Peut-être, » concéda Thomas. « Mais le scandale sera là. Les médias adoreront l'histoire. Un député respecté, impliqué dans la mort d'une jeune femme enceinte de son enfant illégitime, il y a 27 ans, que restera-t-il de ta précieuse carrière ?» Le visage de Victor se crispa. « Tu bluffes. Tu n'exposeras jamais publiquement le nom des Bellamy à un tel scandale. Pour ma sœur. Pour sa fille, » Thomas fit un pas en avant. « J'incendierais moi-même notre réputation si cela pouvait te faire payer. » Victor sortit soudain un petit revolver de sa poche. « Personne ne bougera tant que je n'aurai pas quitté cette propriété. Ensuite, je vous conseille d'oublier toute cette histoire. Pour votre bien à tous. C'est vous qui avez saboté les freins de la voiture de ma mère. » Lucie s'avança malgré le regard d'avertissement de Thomas. Victor la dévisagea, et pour la première fois, son assurance sembla vaciller. « Tu lui ressembles tellement. C'est troublant. Répondez à ma question. Que veux-tu que je te dise ?» Il haussa les épaules avec une désinvolture forcée. « Que j'étais jeune et ambitieux, que ta mère menaçait tout ce que j'avais construit, que j'ai paniqué. Alors vous l'avez tué, » murmura Lucie, les larmes aux yeux. « J'ai fait ce qui était nécessaire. » Son regard se durcit, et je le referai sans hésiter. Ce fut cet aveu, prononcé avec un tel mépris, qui déclencha tout. Lucie se jeta en avant. Thomas tenta de la retenir, et dans la confusion, un coup de feu retentit. La balle manqua Lucie de peu, et alla se loger dans le mur. Mais le bruit attira l'attention des employés du domaine. Des voix et des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Acculé, Victor brandit son arme en direction de Madame Noël. « Reculez tous, ou la vieille femme paie pour vous. » À cet instant précis, une sonnerie stridente retentit dans la pièce. L'alarme incendie, activée par Aurélien depuis le couloir. La distraction fut brève, mais suffisante. Thomas se jeta sur Victor. Lui saisissant le bras armé, les deux hommes basculèrent au sol dans un fracas de meubles renversés. Lucie courut vers Madame Noël pour la mettre à l'abri. Tandis que la lutte se poursuivait, malgré la différence d'âge, Thomas était plus fort, et en quelques instants, il avait immobilisé Victor contre le sol. L'arme désormais hors de portée, les gardiens du domaine déboulèrent dans la pièce, suivis de près par 2 gendarmes que Jean-Philippe avait appelés. Victor fut relevé sans ménagement et menotté, le visage déformé par la rage et l'humiliation. « Vous n'avez aucune preuve, » cracha-t-il. « Rien qui tienne devant un tribunal. » C'est alors qu'Aurélien, qui était resté en retrait, s'avança en tenant son téléphone portable. En fait, si, il montra l'écran où un enregistrement était en cours. Depuis votre arrivée dans cette chambre, votre confession complète est enregistrée, monsieur le député. Le visage de Victor se décomposa alors qu'il réalisait l'ampleur de son erreur. Ce n'est pas recevable, c'est illégal. Ça suffira pour ouvrir une enquête, intervint l'un des gendarmes. Et nous avons tous entendu votre menace avec l'arme à l'instant. Ça, c'est parfaitement recevable. Alors que les gendarmes emmenaient Victor, Thomas se tourna vers Lucie qui serrait Madame Noël dans ses bras. Les 2 femmes pleuraient doucement, soulagées et choquées à la fois. « C'est fini », dit-il en posant une main sur l'épaule de Lucie. « Après toutes ces années, Marianne aura enfin justice. » Au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil caressaient les vignes du domaine de Montvallon.
Une nouvelle page de leur histoire commune commençait à s'écrire. Une histoire où les secrets enterrés depuis trop longtemps voyaient enfin la lumière du jour. Un mois s'était écoulé depuis l'arrestation de Victor Deschamps. L'affaire avait fait grand bruit dans la région, puis dans tout le pays. Un député respecté, accusé d'avoir orchestré la mort d'une jeune femme enceinte 27 ans plus tôt. Les médias s'en étaient donnés à cœur joie. L'enquête avait été rouverte. Les preuves s'étaient accumulées. L'enregistrement d'Aurélien, l'agenda de Victor, et surtout, le témoignage d'un ancien employé du garage Sauveterre qui avait finalement parlé, affirmant avoir vu Victor demander expressément au propriétaire de s'occuper des freins de la voiture de Marianne. En cette douce matinée d'automne, Lucie se tenait devant le miroir de sa chambre au domaine. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme transformée, non plus la simple palefrenière qu'elle avait été, mais une belle amie assumée. Elle portait une robe simple mais élégante. Ses cheveux étaient relevés en un chignon soigné, et autour de son cou brillait toujours le pendentif en forme de rose. Son lien tangible avec Marianne. On frappa doucement à la porte. « Entrez !» dit-elle sans quitter son reflet des yeux. Thomas apparut, habillé d'un costume sombre. « Tu es prête ?»« Presque. » Elle se tourna vers lui. « Est-ce que ça va ? Cette tenue, je ne sais pas comment on s'habille pour une cérémonie comme celle-ci. Tu es parfaite, » répondit-il avec un sourire attendri. Marianne aurait aimé te voir ainsi. Ils descendirent ensemble rejoindre Madame Noël et Aurélien qui les attendaient dans le hall. La vieille dame, encore fragile mais déterminée, portait sa plus belle robe et un chapeau désuet mais charmant. « Comme tu es belle, ma petite », dit-elle en prenant les mains de Lucie. « Un vrai portrait de ta mère. » Le petit groupe sortit et monta dans la voiture conduite par Jean-Philippe. Leur destination n'était pas loin. Le vieux cellier, qui avait été transformé au cours des dernières semaines, les broussailles avaient été coupées, les volets réparés, les vitres nettoyées, l'intérieur avait été rénové, tout en préservant son atmosphère intime. Une vingtaine de personnes attendaient déjà, des employés du domaine, quelques amis proches de Thomas, et même 2 anciennes amies de Marianne, retrouvées et invitées pour l'occasion, au centre de la pièce principale, sur un chevalet neuf remplaçant l'ancien, reposait le portrait de Marianne tenant Lucie bébé dans ses bras. Il avait été soigneusement restauré, les couleurs ravivées, le cadre remplacé. Thomas prit la parole devant l'assemblée. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de Marianne Bellamy, ma sœur, qui nous a quittés il y a 27 ans, pendant trop longtemps. Son souvenir a été enfermé dans ce cellier, comme un secret honteux. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. Mais Marianne n'avait rien à cacher. Elle était lumineuse, passionnée, courageuse, et surtout, elle était une mère aimante, même si le destin ne lui a pas permis de voir grandir son enfant. Son regard se posa sur Lucie. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement sa mémoire, mais aussi le retour miraculeux de sa fille. Ma nièce, Lucie Bellamy. Un murmure parcourut l'assistance à l'annonce de ce nouveau nom. Lucie sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était la première fois que Thomas l'appelait ainsi publiquement. Ce cellier, poursuivit-il, était le refuge de Marianne. C'est ici qu'elle venait peindre, jouer de la guitare, écrire dans ses journaux. C'est ici qu'elle a peint ce portrait, anticipant l'amour qu'elle porterait à son enfant. Il fit un geste englobant l'espace. C'est pourquoi j'ai décidé de transformer ce lieu en un atelier d'art pour les jeunes de la région. Le studio Marianne sera un espace où la créativité pourra s'exprimer librement, comme ma sœur aurait voulu le faire. Des applaudissements chaleureux accueillirent cette annonce. Thomas invita ensuite Lucie à s'avancer. Le cœur battant, elle se plaça devant le portrait. « Je n'ai pas connu ma mère », commença-t-elle d'une voix tremblante. « Mais ces dernières semaines, j'ai appris à la connaître à travers ses journaux, ses peintures et les souvenirs de ceux qui l'ont aimée. » Elle se tourna vers Madame Noël. « J'ai eu la chance d'être élevée par une femme extraordinaire, qui m'a protégée et aimée comme sa propre petite fille. Pour cela, je serai éternellement reconnaissante. » Son regard se posa ensuite sur Thomas, ensuite sur « J'ai aussi découvert une nouvelle famille, un oncle qui n'a jamais cessé de me chercher, et un héritage dont je suis fière. » Elle toucha son pendentif. « Ce collier a toujours été mon unique lien avec ma mère. Aujourd'hui, je comprends enfin sa signification et l'amour qu'il représente. » La cérémonie se poursuivit par le dévoilement d'une plaque commémorative à l'entrée du cellier. Puis par un moment de recueillement devant le portrait, les invités se dispersèrent ensuite pour un buffet servi dans les jardins. Plus tard,
alors que le soleil commençait à décliner, Lucie se retrouva seule avec Thomas dans le cellier. Il tenait une boîte ancienne qu'il n'avait pas montrée aux invités. « J'ai retrouvé ceci dans les affaires de Marianne, » dit-il en l'ouvrant. « Je pense qu'il est temps que tu l'aies. » À l'intérieur se trouvaient des photos, des lettres et un petit album. Thomas en sortit délicatement une photographie jaunie qu'il tendit à Lucie. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en la prenant. La photo montrait Marianne à l'hôpital, tenant non pas un, mais 2 nouveau-nés dans ses bras. Des jumeaux. Lucie leva un regard stupéfait vers Thomas. « Un garçon et une fille », confirma-t-il doucement. « Toi et ton frère. »« Mais comment ? Personne ne m'a jamais parlé d'un frère. » Parce que tout le monde le croyait mort. Thomas s'assit, soudain fatigué. Après l'accident, quand ton corps n'a pas été retrouvé, les recherches ont continué pendant des jours. Un témoin a affirmé avoir vu une femme s'enfuir avec un bébé. Nous avons tous supposé qu'il s'agissait de toi. Mais si c'était ton frère? Lucie fixait la photo, abasourdie. Vous pensez qu'il pourrait être vivant? Je n'en sais rien. Mais maintenant que nous avons retrouvé l'un de vous, peut-être pouvons-nous espérer retrouver l'autre. Cette révélation était trop importante, trop bouleversante pour être pleinement assimilée dans l'instant. Lucie rangea soigneusement la photo dans la boîte, comme un trésor précieux à explorer plus tard. En sortant du cellier, ils aperçurent Madame Noël et Aurélien qui se promenaient tranquillement dans les jardins au crépuscule. « Regarde-les » dit Thomas avec un sourire. « 2 gardiens de secret qui peuvent enfin respirer librement. »« Comme nous tous » murmura Lucie. Ils rejoignirent le manoir en silence. Chacun perdu dans ses pensées, dans le grand hall, avant de se séparer pour la nuit, Thomas se tourna vers Lucie. « Il y a une dernière chose que je voulais te dire. J'ai fait modifier mon testament. Le domaine de Montvallon te reviendra un jour, à toi, et peut-être à ton frère, si nous le retrouvons. Thomas, c'est ta maison, Lucie. Ça l'a toujours été. Marianne aurait voulu que ses enfants grandissent d'ici, parmi les vignes et les chevaux qu'elles aimaient tant. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Lucie ouvrit la fenêtre et contempla le paysage du domaine baigné par la lumière de la lune, quelque part. Peut-être, son frère jumeau regardait le même ciel, ignorant encore le lien qui les unissait. « Je te retrouverai », murmura-t-elle à la nuit. « Je te le promets, maman. » Et tandis que les étoiles brillaient au-dessus de la Provence, il lui sembla que le pendentif en forme de rose qu'elle portait au cou brillait d'un éclat nouveau. Non plus comme le vestige d'un passé tragique, mais comme la promesse d'un avenir à reconstruire